Archi quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture. Antoine Aubinet est un architecte qui, durant ses études d'architecture à l'ENSA Paris-Belleville, identifie avec un groupe d'étudiants un manque d'expérimentation pratique dans leur cursus. C'est ainsi qu'il cofonde Bellastock en 2006, un collectif d'architecture qui valorise des lieux en s'interrogeant sur l'acte de construire et son impact, en développant le réemploi et en plaçant la transition écologique au cœur de la pratique. Aujourd'hui, Antoine, quel est ton métier ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, mon métier, je le définis comme architecte. Mais c'est sûr que dans Bellastock, on a une approche un peu particulière du métier d'architecte, très vite, on a voulu aussi être des architectes de terrain, ce qui nous a amené à nous intéresser à la question de la matière, à la question du fer, de travailler avec des artisans. Et finalement, je crois que ce travail très proche avec les matériaux, ça a influencé notre pratique en tant qu'architecte, et on ne pouvait plus dessiner ou imaginer des projets sans avoir derrière tout un bagage autour de la matière. Et donc de là est né un amour des matériaux, de la ressource. Donc on s'est interrogé sur les cycles de vie des matériaux, de comment est-ce que cette matière était utilisée. Et très rapidement, on s'est aussi rendu compte que c'était une très belle opportunité pour réunir des gens très différents autour de cette matière et de cette transformation. Et donc nos projets réunissaient assez souvent des artisans, des élus, des habitants, des scolaires. Et on a développé aussi toute cette approche autour de comment est-ce qu'on fait société autour de projets d'archi, en prenant soin sur un territoire à la fois des matériaux, mais également des gens qui y vivent. Donc voilà, c'est un peu l'architecte lié à la question des ressources. Ça marche. Et du coup, comment définirais-tu ta pratique de l'architecture ? Tu l'as un peu... Oui, j'ai un peu avancé. Notre pratique, donc, elle est très liée à la question des ressources, des matériaux. Après, donc, il a fallu définir quand même des axes de développement pour Bellastock. Donc on travaille d'abord sur la question de la formation. On continue, finalement, on était sur les bancs de l'école quand on a lancé Bellastock. On continue à faire bénéficier à d'autres étudiants en formation du festival qu'on fait annuellement. Aujourd'hui, on est en train de développer une école de l'expérimentation. Le festival et les deux prochains vont lancer ce lieu et le préfigurer. Donc la partie formation, elle est restée, on l'a confortée, et on l'a étoffée. Le deuxième, je vous l'expliquais, c'était la question de l'expertise réemploi. On accompagne des maîtrises d'ouvrage, on accompagne des territoires pour savoir comment est-ce qu'on peut déconstruire un bâtiment intelligemment, pour l'élémentariser, et réemployer cette même matière dans d'autres projets. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est l'urbanisme de transition. On continue à s'impliquer dans les projets urbains, dans les projets de quartier, pour voir comment est-ce qu'on peut créer du lien avec les usagers et les faire participer au projet. Et puis enfin, on a la partie qu'on a appelée études, où là, on fait du conseil et de l'appui aux politiques publiques. Donc tout ce qu'on apprend sur le terrain, on essaye d'en faire des outils. Et sur la partie même expérimentation, le festival, c'est une bonne partie, j'imagine, du travail, mais et aussi pour les matériaux, c'est beaucoup de recherche aussi. Oui, alors on a, pour la partie formation et pour que le festival se pérennise un peu, on a lancé un projet à la demande du ministère de la Culture qui s'appelle le CAP, c'est Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine, donc c'est CAAPP. Et donc le lieu, il a été lancé à Évry-Courcouronnes, c'est près de la Seine. C'est un endroit où il y a 11 hectares de bois avec une belle bâtisse et des dépendances. Et on est en train d'essayer de faire atterrir une école de l'expérimentation pour les 6 écoles d'architecture sur place pour pouvoir expérimenter. Faire un peu ce qu'on a fait pendant 16 ans avec Bellastock, donc l'apprentissage par le faire. Et donc ce qu'on a proposé à la ville d'Évry, c'est que les 3 prochains festivals de Bellastock se passent sur place pour pouvoir commencer à faire vivre le lieu. Donc on a fait un triptyque qui est s'implanter, donc la question du vivant cette année. L'année prochaine, s'outiller, comment augmenter la capacité de production du lieu, travailler sur son énergie et ses outils. Et le dernier, c'est s'ouvrir, aller travailler sur le territoire alentour, une fois que le CAP aura acquis sa dimension de lieu-outil. Et donc ça, c'est vraiment un projet qu'on pilote depuis 2 ans, avec un comité pédagogique de 2 enseignants par école qui contribuent et qui portent le projet également. C'est sous leur impulsion que les choses se dessinent au CAP.
dans l'équipe des Bellastock, il y a des architectes spécialisés sur les matériaux qui vont essayer de les comprendre, de voir quand est-ce qu'ils sont arrivés historiquement sur le marché, leur évolution normative aussi. Et donc on a des architectes clairement complètement fans de matériaux, quoi, qui ne voient les bâtiments et les déconstructions que par cet aspect-là. Donc ça c'est assez marrant. Après d'autres sont plus un profil architecte-constructeur. Moi j'aime beaucoup la partie formation. Donc là par exemple je vais faire un travail avec la ville de Bobigny pour expliquer à des collégiens comment le territoire de Bobigny évolue et essayer de leur donner des clés de compréhension pour qu'ils comprennent comment est-ce qu'on imagine nos villes, comment est-ce qu'on les construit, de manière à ce qu'ils soient des citoyens concernés. Voilà, on a un peu tous ces cas de figure, et d'autres qui sont plus chercheurs. Pour illustrer peut-être ce que l'on se disait, comme ça, pour avoir du très concret, pour parler de comment est-ce qu'on mobilise les ressources matières et les ressources les personnes aussi qui vivent sur un territoire. Un des bons exemples, c'est la fabrique du Clos. Donc je vous mets un peu le cadre. On est au nord de Paris, dans le 93, près de Stein. C'est une cité qui a été construite dans les années 70, c'est préfabriqué béton. Et aujourd'hui, ils vont faire tomber certaines tours pour réfléchir sur les espaces publics du quartier. Donc, on appelle Bellastock. L'enjeu, c'est comment est-ce que je conserve cette matière des tours, je fais des prototypes pour l'espace public, et comment, en plus, en chemin, je forme des gens du quartier pour qu'ils se forment sur les métiers du réemploi et de la revalorisation. Et en même temps, je fais un lieu ouvert au grand public et aux habitants de la ville du Clos Saint-Lazare pour qu'ils puissent venir se renseigner sur le réemploi et comprendre un peu ce territoire qui est en pleine mutation, parce que ça peut être ça peut choquer, quoi, de voir des 30 ans de vie rasés comme ça en un seul coup, et voilà, on n'en parle plus, on remet les constructions neuves un peu à côté. Donc c'est ce boulot d'accompagnement aussi sur le terrain. Donc on a commencé à diagnostiquer ce quartier, ces tours. Bon, pas grande surprise, 90% de béton, un peu de métal et quelques fenêtres. Mais l'enjeu pour nous, ça a été de comprendre comment ce bâtiment a été construit à l'époque, pour qu'on voit un peu à la manière d'un Lego, comment il peut être déconstruit aujourd'hui, puisque c'est juste l'inverse de la construction à l'époque. On commence à collecter de la matière. Sur une des tours qui a été abattue, on se crée une enceinte où dedans vont cohabiter un lieu pour stocker la matière déconstruite, un conteneur avec nos outils qui plus tard deviendra une cuisine également, un parc pour mettre en œuvre les prototypes. Donc on avait fait des systèmes de dallage à partir des murs des chambres, on avait fait avec du béton qui venait un peu de partout, donc des pierres de différentes tailles, des murs en pierre sèche pour faire des jardinières, des aménagements. Et puis après, on a passé au stade d'au-dessus, on a carrément récupéré des voiles, donc des murs entiers de béton qu'on est venu disposer pour faire un abri à vélo. Tout ça, on l'a fait avec des tailleurs de pierre du réseau Bellastock qui sont venus sur place et qui ont formé 3 salariés de la régie de quartier qui travaillaient dans le quartier, qui d'habitude s'occupaient des espaces verts. Mais là, on leur a dit, est-ce que ce n'est pas la bonne occasion pour que vous vous formiez sur la question de l'aménagement en pierre sèche et tout ça. Donc on a fait des chantiers écoles et on a commencé à aménager tout ce parc pour que les prototypes, plutôt que d'arriver sur un lieu un peu bête et méchant, tu vois, là on s'est dit on va vraiment constituer le parc, donc tout était un peu noyé là-dedans, ce qui est aussi une belle manière de le mettre en lumière et d'engager les discussions avec les visiteurs qui viendraient visiter. Et puis une asso habitante s'est montée pour faire vivre le lieu. Donc au début, nous, on a dû faire 2-3 événements. Il y avait plus de Bellastock que d'habitants. Donc on s'est un peu cassé les dents. Heureusement, ça a été une association des habitants s'est montée. Et eux, en je sais plus 2 sessions, ils avaient réuni des centaines de personnes par été. C'était un peu devenu le Stein-Plage avec des concerts, de la bouffe qui venait du monde entier. Donc c'était assez génial de voir comment finalement on avait réussi à collecter de la matière, à faire un lieu un peu magique qui aussi servait de démonstrateur et qui nous permettait de convaincre que c'était possible de faire du réemploi. Voilà un exemple où on a réussi à réunir une dimension d'attention aux ressources, mais d'attention aussi aux gens de la fabrique du Clos.
Et puis après, si les bâtiments reconstruits ne sont pas reconstruits pour héberger les mêmes personnes, je ne sais pas si c'était le cas dans ce projet, ça a aussi pas du tout le même enjeu, quoi. Ouais, ça peut être une forme de traumatisme. Non, là, ils essayaient quand même de reloger la totalité des gens qui vivaient dans les Et quel étudiant étais-tu ? Plutôt un étudiant lambda. Je prenais beaucoup de plaisir sur tout ce qui était maquette, travail à la main, puisque à Belleville, on bossait encore beaucoup à la main, donc j'aimais tout ce qui était très manuel. Et très vite, j'ai quand même senti un manque sur la pratique. On pouvait faire du mobilier à Belleville, c'était quand même assez intéressant, mais ça restait des étagères. Et quand on nous disait qu'on allait travailler avec des charpentiers, des serruriers, tous ces artisans, je me demandais comment est-ce qu'on allait pouvoir bosser avec eux si jamais j'avais tenu un outil. Donc j'étais plutôt un étudiant qui était en demande de pratiquer, de faire du terrain. Aussi, j'avais très envie de mener au sein de l'école une vie associative, que ça soit... donc le festival, c'était une bonne occasion de faire du terrain, mais aussi d'avoir cette dimension plus conviviale qui nous a invités à travailler avec toutes les écoles de Paris, puis toutes les écoles nationales. Et en fait, c'est devenu une super excuse pour qu'on se croise dans les différentes écoles. Donc j'étais un peu ce genre d'étudiant aussi, très, très animé par les rencontres. Et du coup, quel a été ton parcours ? Quels obstacles as-tu pu rencontrer dans ce parcours ? Dans ce parcours d'étudiant ? D'étudiant, et puis par la suite, quand tu t'es lancé. Alors, oui, on lance la chose quand on est en troisième année d'architecture. Donc, on a eu beaucoup de chance parce que maintenant c'est devenu notre métier et on a ce plaisir de pouvoir prolonger une expérience qu'on ne pensait pas, qu'on n'imaginait pas que ça deviendrait notre métier. La phase la plus compliquée finalement, et ça c'est peut-être ce qu'on peut transmettre aux gens qui nous écouteraient et qui suivent l'UNEF, c'est la phase juste après le diplôme. Finalement, avant, tu dégages du temps, il y a des enseignants plutôt conciliants qui te disent tu fais le mémoire sur le festival Bellastock, ça te permet de faire d'une pierre deux coups. Et finalement, pendant les études, tu arrives à trouver du temps pour t'impliquer dans des projets perso. Mais alors la phase où tu as le diplôme, il faut se lancer sur le marché du travail, il y a tout le monde qui a besoin d'avoir un métier rémunéré. Finalement, ça a été le moment le plus dur pour Bellastock, puisqu'il a fallu qu'on échelonne les salaires. Il a fallu être pendant 3-4 ans au SMIC. Donc ça, c'était la phase très dure, parce que tu bosses beaucoup, tu essayes de crédibiliser aussi ton action, mais il faut que tu commences à être aussi, que tu arrives sur le marché du travail. Et là, ça fait pas de cadeau, donc c'est un peu la phase la plus critique, j'ai trouvé. Et puis après, ça s'est construit dans le temps, on a appris à réfléchir, à cohabiter, à peut-être aussi faire évoluer la structure Bellastock pour que ça puisse se professionnaliser. Oui, c'est ça, parce que c'est toujours difficile d'avoir une première commande quand on n'a pas de référence. Oui, complètement. Alors heureusement, le festival nous avait permis un peu de rencontrer des acteurs, des territoires, puisque ça c'est un conseil aussi que je donnerais aux jeunes archistes, c'est de sortir de l'école, se réunir et aller commencer à monter des projets. Ce qui fait qu'on a pu s'appuyer sur un réseau d'acteurs qu'on avait déjà constitué pendant les années précédentes. Et donc on a eu quelques commandes, quelques projets qu'on nous a demandé un peu ici et là, qui a permis aussi de nous lancer. Mais l'école de Belleville a été pour beaucoup quand même. Nous on a eu cette chance d'avoir une école très bienveillante qui nous a quasi incubés et qui nous a permis de nous mettre le pied à l'étrier, au moins pour les premières années. Et l'agence, elle a grandi à quel rythme ? On a évolué à, je dirais, presque un salarié tous les ans. On est vraiment tout le contraire d'une start-up. C'est un peu la start slow, durable. Ça évolue dans le temps. On s'est fait 2-3 frayeurs forcément, puisque ici il a fallu apprendre à gérer une entreprise. Donc ça fait partie des autres moments un peu casse-gueule où t'as pas du tout les clés, donc tu réapprends. Après c'est passionnant, ça te permet aussi de continuer à apprendre des choses en évoluant, mais ouais, on évolue vraiment très doucement. On essaye dans l'entreprise d'avoir d'ailleurs je dis entreprise, mais c'est une société coopérative d'intérêt collectif, mais on essaye aussi de laisser la part belle à la concertation, à réfléchir à certains sujets avec toute l'équipe, à avoir des temps où il y a des assemblées générales où on fait venir d'autres acteurs, puisque c'est un peu ça
La qualité de la société coopérative, c'est que ça te permet de gérer ce qu'on appelle des sociétaires. Et donc, tu as des groupes de réflexion. Donc là, on attend par exemple que la mairie de Paris devienne sociétaire. Elle pourra venir s'asseoir une fois par an à la table de réflexion autour de Bellastock en disant aujourd'hui, il y a un enjeu sur cet axe, un enjeu de taille. Ça serait bien que Bellastock y réfléchisse. Et après, nous, les salariés, on doit réfléchir à des stratégies pour mettre en œuvre ce que des sociétaires auraient pu amener. Et donc, c'est une manière de ne pas te refermer dans ton champ d'activité en disant on fait que du réemploi. Et finalement, une fois par an, tu remets sur la table les grands axes de stratégie dont on pourrait s'emparer pour continuer à rester aussi rester expérimental, puisque c'est architecture expérimentale, donc continuer à tester des choses. Voilà, c'est une des qualités de cette forme juridique. Ouais, il y en a beaucoup des agences qui ont cette forme-là? Non, pas tellement. Ouais. On s'est un peu motivé parce que, par exemple, on est pour parler avec l'ordre des architectes pour voir si une société coopérative pourrait un jour signer. C'est pas gagné. Ouais. Donc, non, on n'a pas choisi le plus facile, mais en même temps, c'était ce qui nous ressemblait le plus. Après 15 ans d'assaut, c'était aussi une manière de dire à tous les bénévoles, parce qu'il y en avait 120 par an, des gens qui ont fait vivre Bellastock, qui ont fait vivre les festivals, qui se sont donnés et qui ont donné de leur temps. Ça aurait été un peu sec de leur dire désolé, on crée une entreprise et puis ciao, merci pour toutes ces années. Là au moins ils peuvent devenir sociétaires, ils peuvent acheter des parts de sociétariat, ils peuvent rester avec nous, et c'est faire honneur aussi à tout leur investissement passé, quoi. Mais après il fallait qu'on change. L'assaut, ça allait plus parce qu'on faisait peut-être, je sais plus, 60-70% de prestations. Donc il y a un moment, le côté associatif, non lucratif, c'était plus complètement d'actualité. On faisait vraiment beaucoup d'actions lucratives, des prestations pour des privés. Donc il fallait aussi qu'on se questionne sur l'évolution. Et quand on a découvert ce modèle, société coopérative d'intérêt collectif, on s'est dit, tiens, ça réunit un peu la philosophie qu'on défendait avant, et en même temps, ça nous projette dans il faut faire partie du marché du travail, réfléchir à être concurrentiel, tous ces sujets-là qu'on avait un peu pas omis. On savait qu'on y arriverait, mais on ne savait pas tellement comment. Alors c'est bien parce qu'on le fait en HMO. Moi, j'ai eu une formation à Belleville de Madame Spirglass, qui était vraiment très quali, mais juste en un condensé, on me dit il y a tellement de trucs à gérer si tu lances ta boîte. Il faut gérer en interne, il faut gérer la dimension administrative, comptable, juridique. Tu prends un petit peu peur, quoi. Et on a dû tester une asso, qu'est-ce que ça implique, faire les AG, gérer l'assurance, la comptabilité, un commissaire aux comptes, un agent comptable. C'est autant de trucs. Plus vite tu le vois, plus vite tu l'apprends, moins tu as d'appréhension et plus tu te sens en capacité aussi de porter des projets par toi-même. C'est normal, tu te retrouves nu après ton école d'archi. Tu dis, merde, qu'est-ce que je peux faire là? Il ne me reste plus qu'à aller me poser en agence, et puis j'ai pas assez de clés. Alors que si tu as commencé en amont, tu te dis, bon, c'est peut-être possible que je porte quelque chose avec mes complices et qu'on crée notre propre structure. Tu te sens plus capable. Oui. Mais c'est vrai que même là, dans les assos, comme tu disais, on est confronté aussi à ce genre de choses, de responsabilité, de gestion d'une structure, à conduire des AG aussi, et à gérer une trésorerie. C'est une bonne école. Ouais. C'était un beau message que tu as donné aussi sur l'engagement. Ça permet de sortir de l'école. Ouais. C'est pour ça que je suis attentif à tout ce qui se fait dans les écoles, que je suis beaucoup l'UNEAP. C'est aussi parce que c'est des structures avec des gens qui ont un peu envie de faire des choses à côté de l'école, et c'est toujours intéressant. C'est souvent les personnes qui viennent voir Bellastock aussi. Les assos d'école, elles nous aident vachement pour diffuser, et puis on sent bien qu'ils ont une force de frappe dans l'école, c'est démotivé, quoi. Comment s'articule ton métier et tes passions? Alors ça, c'est un peu particulier parce que du coup mon métier est devenu une passion, donc j'ai du mal à cultiver d'autres passions à côté. Je m'intéresse malgré tout beaucoup à des amis qui sont aussi des gens qui travaillent dans la même sphère que nous, donc disons que
le week-end, je vais visiter des lieux ou voir des installations ou des installations artistiques aussi, pour voir le lien que peut entretenir l'architecture avec l'art, par exemple, ou comment est-ce qu'on peut activer des lieux et puis leur donner une dimension sociale très forte parce que on travaille avec des acteurs locaux, il y a tout ce qui est lié à l'économie sociale, solidaire et à l'urbanisme de transition, c'est devenu une passion et parce que aussi je suis passionné par ces gens qui portent ce genre de projet. À ton avis, comment concevoir et construire en 2021 ? On voit bien là, avec le prix des matières premières qui est en train d'exploser. On voit bien qu'il y a de moins en moins de projets neufs qui vont voir le jour. On va soit rénover, retaper, réemployer, recycler, qui est un petit peu dépassé à mon goût, mais je pense que on va devoir faire avec ce qu'il y a, on va devoir reconstruire la ville sur la ville. Donc je pense qu'il y a une transformation profonde qui est en train de s'opérer dans le bâtiment. Et donc on ne pourra plus construire comme avant, on ne pourra plus être aussi dépensier, il va falloir avoir une forme de frugalité dans ce que l'on va développer. Et puis après, j'ai bon espoir que ce que je disais en introduction sur la question de bien considérer les matériaux et voir comment la matière bouge sur un projet, c'est aussi plein d'opportunités de réunir des acteurs très différents et de finalement réunir ces personnes autour d'un projet. Donc je pense qu'il va y avoir aussi une dimension sociale qui va être peut-être plus importante que ce qu'on a fait avant, où finalement l'usager arrivait un peu en bout de course et c'était un utilisateur de ce qu'on avait produit. Je pense que notre génération d'architectes a une attention plus grande par rapport à ces gens qui vivent nos projets. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite pour la suite dans ce qui se produit en architecture. Et tu dirais que Bellastock, il joue quel rôle dans cette transition ? On ne fait pas de très grands projets. Bellastock, finalement, c'est plein de petites actions par-ci et par-là qui montrent que c'est possible. Après, on fait un vrai effort de mutualisation pour raconter ces projets, pour les rendre accessibles, pour les filmer, les photographier, les écrire, pour qu'aussi on puisse les transmettre à des confrères. Donc j'ai un bon exemple, c'est la Fabrique du Clos. On a travaillé avec l'ANRU, qui est l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, et on a essayé de décortiquer tout un projet. Alors, on n'a pas fait tellement de choses, on a fait quelques mobiles, un abri vélo et poubelle fait à partir de murs qu'on avait récupérés dans une tour, et on a essayé de rédiger des guides pour les maîtrises d'ouvrage et des guides pour les maîtrises d'œuvre. Et aujourd'hui, on est assez content de voir que dans les appels d'offres que l'ANRU va diffuser, il y a des bribes de ce qu'on a pu développer. Donc c'est pas très grand, finalement c'est à l'échelle d'un mobilier ou d'une petite construction, mais ça peut avoir des répercussions puisque ça inspire pour des projets à plus grande échelle. Et puis l'autre aspect, bien sûr, qu'on essaie de mener de front, c'est tous ces sujets, les ramener sur les bancs de l'école et faire en sorte que, aussi dans les écoles d'architecture, on renouvelle la pédagogie autour de l'architecture et qu'on puisse considérer le faire comme aussi important que le savoir. Et finalement, je pense que c'est comme ça que Bellastock contribue à sa manière à faire changer les modes de pensée, c'est en s'impliquant avec les écoles notamment. Et tu parlais du coup des nombreux acteurs avec lesquels vous travaillez. Il y a une part aussi de participatif dans Bellastock. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, on travaille sur... on essaie finalement, quand on nous propose de travailler sur un territoire, alors soit il y a souvent une approche matière, on nous dit il y a tel bâtiment, tel lieu, on va pouvoir récupérer des matériaux, et on essaie systématiquement d'y adosser un réseau d'acteurs. Donc on fait un diagnostic territorial pour comprendre quels sont les assos, quelles sont les structures habitantes, qui fait vivre le territoire et comment on va pouvoir les mettre à contribution. Et après, c'est un peu un jeu de chef d'orchestre, c'est entre le temps où on va déconstruire, le temps où on va stopper cette matière, le temps où on va la retravailler pour la remettre en œuvre, les prototypes qu'il faut faire en amont. On essaie de jumeler ça avec tout un travail sur l'implication habitante et la dimension participative de nos projets, puisque finalement les meilleurs experts d'un territoire ou d'un projet, ce sont ceux qui vivent là depuis plusieurs années. Donc nous, on collecte de l'information auprès d'eux. Parfois, on les fait contribuer même avec des chantiers ouverts. Alors certains y voient une manière de d'augmenter l'acceptabilité du projet
C'est sûr que quand tu mets à contribution des publics, ils sont finalement plus emprunts à accepter le chantier. Ils ont l'impression que leur parole compte. Après des mois de crise sanitaire, quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui dans la construction du monde de demain ? Tu parlais un petit peu des matériaux, mais peut-être... Plus largement, ça me permet de faire une ouverture sur le festival de cette année. Je ne vais pas faire de la pub, mais on va travailler sur la question du vivant. Et donc il n'y a pas que le réemploi, c'est les ressources en général. Au départ, donc c'est pour ça BELASSOC travaille aussi beaucoup en ce moment sur la question des biosourcés. On essaie de prolonger le travail qu'on a fait sur la terre en 2017, sur la paille en 2019. Voilà, c'est une attention aux matériaux qu'on utilise. Là, cette année, on travaille beaucoup avec des paysagistes. Peut-être plus écouter nos confrères paysagistes à l'heure d'arriver sur un lieu, comment respecter les ressources, comment les renouveler. C'est aussi, je pense, toute une philosophie. Je pense que la petite claque qu'on s'est pris avec le Covid, c'est juste peut-être être un peu plus, avoir plus de considération pour ce que l'on utilise comme matériau dans la construction. Et de toute façon, oui, c'est important. Il y a un vrai enjeu. On crée 2/3 des déchets juste avec le secteur de la construction. Donc si notre génération ne s'empare pas de ces sujets, de la ville qu'on construit, qu'on utilise 30 ans, qu'on rase, et ainsi de suite, c'est certain qu'on va avoir quelques complications puisqu'on puise de la ressource quelque part, on l'enfouit ailleurs. C'est très linéaire comme manière de faire, mais c'est un héritage. Ça fait peut-être 50 ans qu'on imagine l'archi comme ça, l'architecture. Donc voilà, c'est peut-être le Covid est une alerte pour dire à nos générations, commencer à réfléchir à plus de circularité. C'est pas infini, les ressources s'épuiser, on va se prendre quelques crises sanitaires, écologiques, politiques, sociologiques. Il y a tout un tas de conséquences qui sont dues à notre métier, et donc on a un vrai rôle en tant qu'architecte sur ces sujets-là. Quel serait ton rêve ? Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait avant, peut-être plus de frugalité dans notre approche de la construction et surtout la dimension sociale, que ça soit pas quelque chose de sublime et qu'on l'organise nous en tant qu'architectes, qu'on sache que le temps de l'architecture, le temps de la construction, c'est autant de lieux où on peut créer de l'intensité sociale. Et donc c'est une belle manière finalement de répondre aussi à des enjeux sociologiques actuels où finalement on a besoin de se rassembler, besoin de faire des choses ensemble, de projeter ensemble, de se sentir capable de. Je vois bien les générations d'architectes qui arrivent, elles ont quand même pris en considération que à la fois au niveau ressources on ne pourrait plus faire comme avant, et puis en même temps on voit qu'il y a beaucoup de jeunes architectes très engagés. Finalement, tu les retrouves sur le terrain. À essayer de comprendre pourquoi des espaces sont plus vécus, pourquoi il n'y a plus de liens dans ces quartiers-là. Le virage est en train de s'opérer. Est-ce que tu as un conseil pour la future génération d'architectes ? Pendant les études, ne pas hésiter à trouver quelques complices avec qui se mobiliser. L'UNEAP, c'est un bon exemple. C'est toutes les structures que l'on monte pendant nos études qui nous permettent de voir d'autres gens, de se confronter à des projets où finalement ta première intervention dans l'espace public, le maire va te demander si tu as des assurances, si tu as bien les conventions pour occuper l'espace public, comment tu vas gérer la sécurité de ton chantier si tu impliques des gens. Toutes ces choses-là, finalement, à l'école, c'est très dur de l'apprendre parce que tu es aussi en train d'emmagasiner beaucoup de savoir-faire, de maîtrise de certains outils de représentation, donc c'est normal que tu ne puisses pas tout faire. Mais le fait de se réunir, d'aller voir dehors ce qui se passe, c'est quand même une belle manière de te préparer à ce qui t'attend une fois sorti de l'école. C'est un peu ce qu'on lit dans les articles récemment sur des témoignages de jeunes architectes qui ne s'attendaient pas à être confrontés à autant de questions qu'ils n'avaient pas soulevées pendant les études. Il ne tient aussi qu'à nous d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Alors on nous opposera le fait que les études sont déjà très denses, mais il y a quand même un tas de profs très intelligents dans les écoles, capables d'entendre qu'un projet fait à l'extérieur peut être un élément qui va faire partie de ton cursus. Sortir de l'école, c'est quand même une belle manière de se préparer et d'éviter l'arrivée dans un mur quand on arrive sur le marché du boulot. Merci en tout cas pour cette intervention.
C'était super.